nous sommes aussi bientôt à la fin de l'année scolaire et de l'année culturelle. Voilà pourquoi nous avons invité Chantal pour nous parler un peu de cette fin de saison pour les culturelles de Châtel. Merci Mirella et bonjour Chantal. Pour commencer, un spectacle c'est bien beau, mais comment vous le préparez? Alors un spectacle, ça se prépare en deux phases. Une phase qui se passe 2 ans avant, c'est la programmation. Là, c'est la recherche. Je reçois pas mal, maintenant j'ai pas mal de contacts, donc je reçois des propositions. Je vais voir des spectacles et puis je fais un choix. Et puis la deuxième partie, ça se passe juste avant l'arrivée des spectacles, c'est-à-dire on accueille les artistes, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'ils veulent manger, où ils veulent dormir, comment ils vont arriver, les transferts et puis tout ça. Mais pendant cette préparation, il y a beaucoup de moments où vous travaillez en équipe ou c'est plutôt seul? Alors dans la première phase, la programmation, je la fais en général seule. Je vais voir parfois des spectacles avec mes collègues. Dans cette partie-là, il y a aussi tout ce qui est graphisme, préparation de la saison, ça on fait plutôt en équipe. Et puis dans l'accueil, la troisième partie en fait de la préparation, l'accueil, alors ça se fait en groupe, c'est toujours un responsable d'un spectacle qui accueille les artistes le soir même ou le jour d'avant. Et du coup, vous préparez la saison à quel moment à peu près? Pendant la saison d'avant ou bien pendant les vacances? Alors là, je suis en train de finaliser la saison 24-25, donc qui va commencer en automne 24 et se terminer en 25. On est en train gentiment de commencer le graphisme de cette nouvelle saison. Et puis, en parallèle, on accueille nos derniers artistes de la saison printemps 24 en fait. Voilà, c'est 2 saisons qui se regroupent. Justement, cette saison touche gentiment à sa fin. Est-ce que vous pourrez faire un résumé en quelques mots? En quelques mots, c'était une saison de rêve. Non, c'était une belle saison. Les spectateurs ont répondu présent. On a un taux de remplissage qui avoisine les 85-87%. Donc c'est excellent pour notre salle. On a bien développé notre présence sur les réseaux sociaux depuis 2 ans déjà. Et ça fonctionne bien. Et tout le monde répond présent. Donc on est plutôt très satisfait de cette saison. Mais est-ce que vous trouvez quand même des points que vous pourriez améliorer déjà pour cette fin de saison et la saison d'après? Ah oui, bien sûr, il y a toujours des points à améliorer. Pour cette fin de saison, je ne pense pas, parce que voilà, il y a assez d'autres choses à penser, mais pour la saison prochaine, il y a des points qui vont être améliorés, notamment au niveau de la communication. Et puis après, c'est toujours des détails au cas par cas, mais on aimerait développer un petit peu plus les spectacles pour jeunes et enfants, ce qu'on appelle nous les spectacles coccinelles. Et puis on aimerait aussi être le plus visible possible, parce que pour l'instant, le cercle des spectateurs, c'est à peu près 20 km, et puis on aimerait un petit peu étendre. Donc vous proposez des spectacles à l'Universal, à Châtel-Saint-Denis? C'est cela? Oui, on les propose généralement à l'Universal, en tout cas pour cette saison, c'était le cas. La saison prochaine, on a envie, justement, je pense que ça sera le cas, de faire en tout cas 2 spectacles hors les murs, c'est-à-dire dans un autre village. En extérieur ou en salle toujours dans notre village? Voilà, je vais laisser la surprise à moitié en extérieur, mais dans une salle d'un autre village, oui, pour que les gens se sentent aussi concernés et surtout amener la culture au plus près des habitants. Génial. Parlons maintenant d'un spectacle qui arrivera le 27 avril, dans Les Yeux d'Audrey. Mais déjà, de quoi parle cette histoire? Alors, dans Les Yeux d'Audrey, c'est Les Yeux d'Audrey Hepburn, donc, qui était une actrice très célèbre, très charismatique, qui a donné, en tout cas au niveau de la mode aussi, un style à toute une époque. Et puis ça, c'est un ballet-danse avec 18 danseurs de ballet qui viennent de la Scala de Milan, de l'Opéra de Paris. Et le chorégraphe, c'est François Mauduit, qui est un ex du Ballet Béjart. Et ça, donc ça raconte la vie d'Audrey Hepburn, qui est maintenant enterré tout près de chez nous, à Tolochna. Donc c'était notre slogan, c'est se divertir local. Là, ça prenait tout son sens, puisqu'elle est morte tout près de chez nous, en fait. Elle est enterrée là. Et donc c'est souvent que vous proposez des ballets ou en fait, est-ce que vous avez un style particulier dans votre éventail de spectacles, ou est-ce que vous essayez de prendre vraiment quelque chose de général? Alors, on essaye de faire une programmation le plus variée possible, qui correspond un petit peu à toutes les demandes.
On fait principalement de l'humour, c'est la ligne, c'est le fil rouge. Hein. L'humour, après sous forme de pièces de théâtre ou sous forme de stand-up ou de one-man show. Et puis on essaye de faire des spectacles pour les petits-enfants, 5-6 ans comme ça. Après pour les moyens, pour les plus grands. On fait de la magie. Et là, on a fait 2 spectacles de danse. Ça, c'est assez rare qu'on fait de la danse. C'est assez rare qu'on fait de la musique aussi, parce qu'on n'a pas vraiment le public. Mais là, on a 2 spectacles de danse cette saison. Mais c'est un hasard. Mais on essaye vraiment de faire une saison variée dans tous les genres, si c'est possible. Mais du coup, pourquoi c'est un coup de cœur pour vous et votre équipe? Alors justement parce que la danse-ballet, avec autant de personnes, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. En plus, ce spectacle, il est en pré-tournée mondiale et c'est le seul endroit où il passe en Suisse. Et alors je ne l'ai pas vu en vrai. En général, tous les spectacles, je les vois avant de les programmer. Celui-là, je n'ai pas vu puisque c'était une création. Mais quand on voit les décors, les costumes et ces danseurs qui évoluent sur la scène, ça peut être qu'un coup de cœur. Et je pense que c'est un coup de cœur, vraiment. Mais il touche quel type de personnes ce spectacle? Parce que s'il y a des gens qui veulent venir voir, peut-être qu'ils ne seront pas forcément touchés. Alors, bon, évidemment, ça touche ceux qui aiment la danse, mais rien que de voir évoluer ces danseurs, déjà la performance physique, et puis les décors, les costumes, ça donne un ensemble avec 20 personnes sur scène, ce qui est assez rare. Après, on n'est pas forcément fan de ballet, mais aussi redécouvrir la vie d'Audrey Hepburn, qu'on connaît peut-être peu, et comme je disais, qui est ici. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Moi, j'aimerais beaucoup prendre des places pour ce spectacle, mais comment je fais? Alors, le plus simple, c'est de les prendre en ligne. Donc, sur le site des culturels, on peut prendre les places en ligne. Et puis, on peut aussi appeler par téléphone, il y a un numéro. Et puis, on peut aussi aller les chercher à l'Office du tourisme si vraiment on veut avoir son billet directement. Il reste maintenant 4 spectacles. D'abord, Dakota et Nadia vont venir pratiquer de la danse le 15 mars. Ensuite, Zach et Stan vont nous présenter un spectacle familial qui sera le 20 avril. Le 27 avril aura lieu le spectacle tant attendu Dans les yeux d'Audrey. Et pour finir cette saison, Véronique Gallo sera présente le 4 mai pour de l'humour. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à tous ceux qui vont nous regarder? Alors oui, continuez de nous suivre, continuez de venir au spectacle. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous serez au courant de tout ce qui se passe. Pour le spectacle de Zach et Stan, qui est de la magie, et le spectacle de Véronique Gallo, c'est complet depuis longtemps, donc malheureusement, voilà. Mais pour les 2 autres spectacles, il reste des places. Et pour les jeunes, c'est vraiment l'occasion. On a des places pour les moins de 21 ans qui sont à 15 francs. On a l'AG culturel pour ceux qui l'ont, qui coûte 100 francs par année. Et vous pouvez venir gratuitement au spectacle. Donc pour les jeunes, il y a plein d'occasions de venir à des prix abordables pour voir des artistes d'ici et aussi des artistes qu'on accueille ici. Donc c'est ça, se divertir local, c'est prendre des artistes qui vivent tout près de chez nous, mais c'est aussi prendre des artistes qui viennent de loin, mais qui se rapprochent de nous et qui viennent sur les planches de l'Universal, des grandes têtes d'affiche par exemple. En tout cas, merci et on a hâte de découvrir ces prochains spectacles. Merci à vous. Merci. Alors, à présent, nous allons plutôt passer sur le côté naturel de ce début de printemps qui s'annonce, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc, nous allons parler de nature domptée, d'agriculture. Et voici pourquoi nous avons invité Madame Isaline Krieger de la ferme du Guillot. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi ce nom difficile à prononcer pour votre ferme? Parce que c'est le nom depuis toujours. Voilà. Simplement le nom du lieu, le nom de la ferme. Et on s'est dit pourquoi changer. Bien, je te dis quand même salut Mirella. Salut Mirella. Donc comme tu l'as dit, on va parler d'agriculture avec Isaline Krieger, donc une agricultrice locale. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui, alors j'ai fait donc la formation de l'apprentissage d'agricultrice, le CFC. Et lorsque j'ai terminé, je suis allée rejoindre mon papa sur notre domaine familial justement, le Creux Guillot, qui est situé à Talence. Et nous avons développé justement la vente directe. Voilà.
Alors, tu as été dans le journal il y a quelque temps. Est-ce que tu peux nous parler de quoi ça parlait cet article? Alors cet article, il était surtout ciblé sur le côté d'une femme dans l'agriculture. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est encore peu connu. En fait, ça avance gentiment, mais sûrement. Les femmes qui reprennent des exploitations, qui sont aussi patronnes d'une ferme, en fait. Et c'était essentiellement pour parler de ça. Et est-ce que toi, tu es aussi patronne de la ferme ou c'est ton père qui dirige? C'est toujours mon papa pour le moment. On a un projet ensuite que je reprenne le flambeau. Mais il a la cinquantaine, donc pour le moment, c'est encore lui le patron. Quel âge avez-vous actuellement? J'ai 26 ans. Ouais. Et depuis combien de générations ta famille est sur le domaine? Alors la famille Krieger, on est la 6e génération à exploiter le domaine familial à Talence. Ouais. Alors si on va sur les routes ces temps, on peut voir que les panneaux ils sont retournés ou alors qu'il y a des bottes dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, depuis le début de l'année, je pense que vous avez entendu parler justement de cette révolte agricole suisse. En fait, les panneaux retournés, c'est pour mettre un peu, se faire entendre, mais de façon un peu pacifique, dans le sens que, en fait, on marche sur la tête. Et le fait de retourner les panneaux, ça interpelle, en fait, sans pour autant faire des bouchons sur la route ou manifester avec des gros tracteurs sur les routes, en fait, simplement. Et les bottes suspendues, ça peut avoir plusieurs significations, dont celle en fait d'un ras-le-bol général des agriculteurs et des agricultrices suisses, dans le sens que on a pu observer depuis ces dernières années qu'il y a énormément de suicides chez les agriculteurs, justement parce qu'ils n'en peuvent plus. Et le fait de suspendre des bottes, ça peut avoir un peu cet effet de « aïe, ouais quand même, c'est important ». Voilà. Donc du coup, vous avez pu obtenir quelque chose pour l'agriculture grâce à ces manifestations? Pour le moment, c'est toujours en discussion. Ça a l'air d'être plutôt parti sur une bonne voie. On a pu observer dans le côté de la filière laitière justement que les gros acheteurs vont rajouter quelques centimes par litre. Mais finalement, c'est des centimes qui ont été enlevés l'année d'avant, qui vont être rajoutés cette année. Donc finalement, on stagne un petit peu pour le moment. Voilà. Et vous êtes concerné par l'industrie laitière dont on parle beaucoup? Alors plus. Nous, on a arrêté il y a maintenant 11 ans de traire nos vaches et on est parti sur un élevage de vaches allaitantes. Donc en fait, c'est la vache qui élève son veau. Le veau reste avec sa vache. Et du coup, nous, on n'est plus concernés. Donc on a parlé des vaches. Et combien tu as d'animaux au total? Au total, en moyenne sur l'année, parce que ça varie un petit peu, on a toujours une centaine d'animaux. Voilà. Et quelle viande produis-tu? Alors, on produit de la viande de bœuf limousin, du porc élevé en plein air et des poulets fermiers, qui vont également dehors aussi. Et tout ça, vous aviez parlé au début de vente directe. Oui. Tout ça est disponible en vente directe? Oui. Qu'est-ce que c'est la vente directe? La vente directe, c'est justement le producteur, le consommateur. Et il n'y a plus d'intermédiaire. Voilà. C'est vraiment favoriser le contact direct entre le producteur et le consommateur et supprimer un maximum d'intermédiaires qui, finalement, sont responsables d'une grande partie, justement, de cette révolte agricole. Quant aux marges, par exemple, qui se font sur le dos du producteur et sur le dos du consommateur en même temps. Alors, on a parlé de vente directe et tu as un self-service. Alors, je te laisse faire un petit coup de pub. Merci. De rien. Alors, ce n'est pas un self-service, justement. L'idée du self-service, c'est que c'est tout le temps ouvert et que les gens peuvent aller n'importe quand faire leurs achats. Nous, on a opté pour un système de magasin à la ferme qui est ouvert donc les jeudis soirs de 17h à 19h et les samedis matins de 9h30 à midi. Durant ces horaires-là, je suis présente en fait comme vendeuse. On a opté pour cette façon de faire, premièrement parce que pour nous, c'est important que en tant que producteur, déjà, on puisse rencontrer le consommateur et vice-versa. On a pu remarquer qu'en fait, le consommateur, le client, quand il vient,
C'est toujours un plaisir en fait de pouvoir échanger, poser des questions sur la viande ou sur le bien-être des animaux, sur notre façon d'élever, etc. Alors voilà l'idée du magasin plutôt que le self-service. Est-ce que vous pensez que ce genre de technique pourrait être généralisé sur est-ce qu'on pourrait vraiment se passer à l'avenir de supermarché et revenir à quelque chose de plus direct Alors oui. Dans un futur peut-être plus lointain, mais quand même une fois. Je pense, j'aimerais bien en fait qu'on puisse vraiment se passer de la grande distribution. Après, il faut savoir qu'en Suisse, on n'est pas à 100% niveau auto-approvisionnement, ce qui veut dire qu'en fait, actuellement, la Suisse ne peut pas nourrir tout le monde, toute la population suisse. Donc, dans l'idée, je pense qu'il faut vraiment que le consommateur se rapproche du producteur et vice-versa, via justement un magasin à la ferme. Mais y arriver à 100%, je ne suis pas sûre. Voilà. Après, dans l'idéal, oui, il faudrait. Tu penses que le client parfait, ce serait quoi? Parce qu'on a parlé du contact avec les autres de toute la Suisse, mais ce serait quoi le client parfait? Ce serait plutôt quelqu'un qui vient tous les mois mais qui achète peu, ou quelqu'un qui vient pas souvent mais qui achète beaucoup? Alors, c'est un peu égal. Pour nous, après, ce qui est chouette dans le sens, pour nous, un client parfait, c'est un client qui justement prend la peine de venir directement à la ferme, qui achète de tout. Chez nous, on propose de la viande fraîche et on propose aussi de la viande congelée parce que lorsque on tue une bête, par exemple, il y a une grande quantité et il n'y a pas forcément tout le monde qui peut venir dans le laps de temps où elle est au frigo. Donc, pour pouvoir la conserver plus longtemps, on la met au congélateur. Après, le client parfait, je pense qu'essentiellement, c'est vraiment celui qui a cette prise de conscience qu'on est les deux gagnants. Autant vous comme consommateur que moi comme producteur, on efface vraiment tous ceux qui se font une marge entre les deux. Voilà. Et tu as essentiellement de la viande ou tu as aussi d'autres produits? Alors, on a aussi d'autres produits. Alors, principalement, nous, c'est la viande. Après, on a plusieurs producteurs locaux, comme par exemple, on a du pain frais d'un jeune retraité. C'est vraiment sa passion. Il m'a demandé pour justement amener son pain durant les horaires d'ouverture, et qui est d'ailleurs très bon, si jamais. Et autrement, on a du miel, on a des confitures, on a des sels aromatisés, on a aussi le côté sucré avec des meringues. On essaye d'élargir le choix un maximum pour qu'en fait, justement, le client, quand il vient, il puisse faire toutes ses courses. Voilà. Qu'il n'ait pas besoin de passer dans 15 endroits différents. C'est bientôt les vacances de Pâques, dans 2-3 semaines, je ne sais plus, c'est dans 2 semaines. 2 semaines, oui. Bientôt les vacances. Oui. Est-ce que tu fais quelque chose pour Pâques ou est-ce que tu fais d'autres événements? Alors, sur l'année, on essaye d'organiser des événements justement pour rapprocher le consommateur de la campagne, en fait. Par exemple, à Pâques, le samedi 30 avril, on organise une chasse aux œufs dans la forêt, pour varier un petit peu, la forêt, la ferme. Et c'est gratuit. En fait, tous les enfants peuvent y participer. Je demande juste une inscription pour pouvoir assurer une bonne organisation. Et comme ça, après la chasse aux œufs dans la forêt, les enfants peuvent venir avec leurs parents, bien sûr, pour boire et manger quelque chose. Et un moment de partage, en fait, à la ferme, simplement. Voir les animaux, visiter un peu la ferme. Et autrement, sur le reste de l'année, je suis en train de mettre un peu en place un réseau d'écoles à la ferme, en fait. Je fais partie du réseau d'écoles à la ferme, pour être plus exact, pour justement accueillir des classes d'école, pour leur faire découvrir en fait d'où vient le lait. Le lait ne vient pas de la Migros, le lait vient d'une vache, par exemple. Tu ne savais pas, hein? Non, mais c'est une super bonne idée. Voilà. Surtout qu'en fait, on n'est pas non plus en milieu ultra urbain et que ce serait chouette de pouvoir profiter de notre proximité géographique. Oui.
Alors voilà, du coup, sur l'idée, c'est ça. Et pour les gagnants de la chasse aux œufs, est-ce qu'il y a un prix ou pas? Oui. Alors, les gagnants, c'est tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas trop de pression durant la chasse aux œufs. Tout le monde recevra un petit prix, en fait. C'est un petit paquet de bonbons ou quelque chose qui fera plaisir. Voilà. On n'a pas encore décidé, quoi, en fait. Je ne sais pas encore, on verra. Suspense. Et après les vacances de Pâques, il y aura bientôt la montée à l'alpage. Oui. Tu vas où et tu restes pendant combien de temps dans les montagnes? Alors, nous, on a la chance, il y a quelques années, d'avoir pu acheter un petit alpage, en fait, qui est situé proche du col de la Pierre du Mollet. C'est sur la commune des Ormonts, en fait, en dessus du Cépet, entre le Cépet et les Mosses, si on peut situer un petit peu. Les vaches, elles vont partir, si tout va bien, si la saison se met bien en place, aux alentours du mois de juin. Et elles vont rester à peu près jusqu'au mois d'octobre, à peu près, si tout se passe bien. Après, ça peut toujours varier s'il y a beaucoup de sécheresse, par exemple, comme on a pu observer ces dernières années. Eh ben, on les redescend un petit peu plus vite. Voilà, quand il n'y a plus d'herbe, on redescend. Et pour ton magasin, du coup, oui. Quel est le produit phare que tout le monde t'achète et tu es presque tout le temps en rupture de stock? Le produit phare, je dirais les chipolatas arc-en-ciel. C'est des chipolatas qu'on a mis en place avec justement le boucher. C'est un paquet d'environ 500 grammes, il y a 10 pièces et on a la saveur paprika, curry, provençal et nature. Et je les ai appelés les chipolatas arc-en-ciel parce que dans le paquet, ça fait vraiment un arc-en-ciel. Voilà. Alors je pense que c'est le produit que tout le monde apprécie. Ouais. Mirella, si tu as compris, si tu veux des produits frais et locaux, et très bons aussi, il faut aller chez Isaline à la ferme du Creux Guillot à Talence. Donc Voilà. merci Isaline. Merci beaucoup. Merci à vous et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, Toutes, Mirella. merci. Je dégoterai, tu Tu dégoteras, il dégotera, nous dégoterons. dégoterons. Mais ça me fait penser au club fribourgeois. Je pense qu'on peut commencer notre émission là-dessus. Merci Mirella. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler du club fétiche des fribourgeois. Pour commencer, je vais vous parler du nombre de points que Fribourg a fait cette saison. Mais en premier, je vais vous expliquer comment les points se comptent. Une victoire dans le temps réglementaire rapporte 3 points. Une victoire en prolongation rapporte 2 points. Et une défaite rapporte 0 points. Fribourg, à la fin de ses 52 matchs, se place à la 2e place avec 102 points. Ce qui est juste énorme pour un club autant petit. Excuse-moi, Oui. pour les points, que se passe-t-il en cas d'égalité? En cas d'égalité, ça va en prolongation. Mhm. Et ça peut finir au tir au but si les points ne sont pas finis ou c'est égalité. Voilà. Mirella, qui sont les premiers avec 109 points? Alors, ça a assez peu de chances d'être Gauthieron, logiquement. Je dirais potentiellement Zurich. Bien révisé, Mirella, c'était bien Zurich. À titre de comparaison, Ajoie, le dernier club de la Ligue, a 39 points. Maintenant, je vais vous parler de Marcus Sorensen, le top scoreur de la Ligue. Il est suédois, il fait 1m81. Cette saison, il a mis 31 goals et 32 assists, ce qui lui fait un total de 63 points. C'est juste énorme pour un joueur comme ça. C'est le joueur avec le plus de points de la Ligue. Mirella, peux-tu me dire comment se nomme le gardien principal de Gauthieron? Ça ressemble à Roberta. En 2 parties, c'est Reto Berra et il joue avec le numéro 20. Reto Berra, cette saison, il a 92,85% d'arrêt, ce qui est juste énorme. Il a joué 2481 minutes, ce qui fait environ 1 jour et 17 heures. Il nous a sauvés de la défaite à plusieurs reprises, que ce soit face à Zurich ou contre Ajoie. Et c'est un des meilleurs des gardiens de la Ligue, si ce n'est pas le meilleur. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur. La BCF et ses statistiques affolantes. C'est le prochain thème dont je vais vous parler. Mirella, selon toi, combien y a-t-il de places à l'intérieur de la BCF? 15 000. Un petit peu moins. Il y en a 9 069. Depuis fin décembre, Fribourg joue tous leurs matchs à domicile se jouent à guichet fermé. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus acheter de billets depuis décembre bientôt. Aussi, s'il y a moins de 15 000 places. C'est déjà beaucoup pour des matchs d'hockey d'avoir une influence autant grande pour son canton. La BCF croulait sous l'influence de leurs fans. Ça les menait à des exploits incroyables et ils étaient très très contents de leur saison. Maintenant, je vais vous parler des playoffs. 6 des 8 places se savent déjà à la fin de la saison régulière. Les autres places se jouent
Mirella, est-ce que tu sais en quoi se jouent les autres places? Playoff. Non, ils se jouent en play-in. Ils se disputent entre 4 équipes qui sont successivement 7e au 10e à la fin de la saison régulière. À la fin, il en reste 2 qui iront rejoindre les autres équipes en play-off. Cette année en play-off, nous avons les Lions de Zurich, les Dragons de Fribourg, les Lions de Vaud, les Taureaux de Zug, les Ours de Berne, le Hockey Club de Davos, le Hockey Club de Lugano, et là on ne sait pas encore, mais soit le Hockey Club d'Ambri Piotta ou le Hockey Club de Bienne, parce que ce soir, ils vont jouer pour savoir qui est qualifié. Les play-offs se passent comme ça. Le premier jouera contre le 8e, le deuxième contre le 7e, etc. Je pense que tu as compris. Et ils ont compris. Pourquoi? C'est déséquilibré, non? Non, c'est le but, parce que les premiers, ils veulent être remerciés de leur saison, et du coup, ils vont jouer contre des moins forts. Mais au hockey, le dernier peut très bien battre le premier sans aucun problème. Cela annonce des rencontres captivantes, comme un Fribourg-Lugano, Zug-Berne ou encore Lausanne-Davos. Les gagnants de la rencontre, qui se passent en plusieurs matchs, s'affrontent en demi-finale, les gagnants des demi-finales s'affrontent en finale, etc. Pour espérer gagner le titre, qui est juste majestueux, que Genève Servette a gagné la saison passée. Dans ces rencontres, il y a énormément de suspense et de retournement de situation. Fribourg jouera contre Lugano au minimum le samedi 16 mars, lundi 22 mars, lundi 18 mars, mercredi 20 mars, vendredi 22, Toulon à 20h. Et s'ils ne les gagnent pas tous, ils joueront le 24, le 26 et le 28 mars, toujours à 20h. L'équipe qui aura remporté 4 matchs ira en demi-finale. Mirella, quels sont tes pronostics pour la fin de saison de Fribourg-Gotteron? Fribourg a absolument toutes ses chances de gagner, d'après ce que tu m'as dit. Je suis plutôt d'accord avec toi. Je vous laisse avec le trailer de la prochaine émission. Au revoir, merci. Je crois qu'il est enfin venu le moment de voir à quoi vont servir toutes ces petits bébés plantes. Bonjour Naïm, bonjour Jordan. Alors, qu'est-ce que vous nous avez dégoté? Salut Mirella. Salut. Alors aujourd'hui, on vous ramène une invitée, Madame Debos, une enseignante dans notre CO qui a bien voulu, ou qui a été forcée plutôt, de venir sur le plateau. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Mais bien et vous? Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce projet? Alors, c'est parti d'un collègue qui est malheureusement pas là aujourd'hui. Il a décidé de faire des plantons avec sa classe afin de gagner un peu d'argent pour leur course d'école. Qui organise ce projet? Alors, l'initiateur est M. Devara. On est accompagné avec M. Beauvais qui s'occupe aussi un peu du jardin, de moi-même et de M. Vollery. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer? Oh, pardon. J'ai oublié. Et Madame Vautet, pardon. Bon, j'espère qu'elle ne regarde pas la vidéo, sinon elle sera vachement déçue. Pourquoi est-ce que vous participez à ce projet? Chose compliquée, on m'a approché, on m'a dit on a besoin de toi et je suis toujours gentille et une bonne poire. Petit jeu de mots, pardon. Et du coup, ça me donnait aussi envie de participer pour montrer qu'on est aussi investi auprès de nos élèves. Et du coup, ça me tenait à cœur de faire ça pour mon collègue et pour les élèves. Du coup, vous allez aussi échanger vos propres plantons durant la journée? Malheureusement, j'ai pas la main verte et je fais pas de plantons chez moi. Donc, je vais pas participer à l'échange vraiment, mais je serai là pour l'intendance et tout ça. L'intendance? L'intendance, oui, pour aider, gérer derrière, aider les élèves à qu'est-ce qu'ils doivent faire, etc. Et voilà. Ça me fait penser à quelque chose. J'avais entendu parler vaguement, je ne sais plus trop quand, d'un club de jardinage potentiellement dans notre école. Est-ce que ça a un lien avec? Qu'est-ce que c'est devenu? Alors, je ne suis pas au courant de ce club de jardinage, mais je sais qu'il y a des élèves très investis qui s'occupent beaucoup du jardin et eux seront aussi de la partie, mais plutôt du côté jardin où il y aura une activité, on pourra venir planter une graine de tournesol ou quelques explications sur comment gérer un jardin, etc. Tenues par les élèves du groupe jardin, justement. Sympa.
petite question, est-ce que vous avez la main verte? Parce que sinon, ce serait un petit peu bizarre, non? Non, je n'ai pas la main verte. Hmm. Moi, je suis là pour gérer les comptes et demander les autorisations et tout ça. Et manger ce qui pousse? Et manger ce qui pousse, exactement. Vous me connaissez bien, j'aime bien manger. Donc, ils m'ont bien choisi. À quel stade de la plante on peut la troquer? Pardon? À quel stade de la plante peut-on la troquer? Toute petite, plus grande, une taille environ? Il n'y a pas de taille limite. Après, il faut quand même qu'elle ait un aspect joli et quand même assez grande pour reconnaître ce que c'est. Quel type de plantes seront échangés là-bas? Surtout des légumes et des... Comment on peut appeler ça? Des herbes potagères, par exemple persil, menthe, etc. Qui seront faits aussi par la population ou les élèves de M. Devara. Et puis d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà un lieu et une heure? Ça va se dérouler dans la cour du bâtiment Alpha et ce sera le samedi 27 avril de 8h à midi. Parfait. Je vous propose de passer maintenant à un petit jeu qu'on a organisé. Comme vous pouvez le voir, on a quelques plantons récupérés dans les plantations de M. Devara. Je vous propose de deviner de quelle espèce il s'agit juste en les regardant. Est-ce que vous avez déjà une idée? On est un petit peu mal barre, mais sur les peu de connaissances que j'ai, ça ressemble à une tomate, on va dire. Parfait, tomate douce de Hongrie. Oh, quelle chance. Ça, ouais, je sais pas, petite courgette, une petite aubergine. Un petit piment. Clairement. Ah voilà. Ah, voilà, Piment c'est de mieux. Cayenne. Piment de Cayenne, ok. Mirella, tu veux m'en rajouter encore ou... Oui, il y en a beaucoup. Hein. Tu montres que j'ai pas révisé, c'est bon, j'ai compris. Non, je rigole. Ben voilà, c'est noté, donc je vois que c'est une aubergine. Ah bah oui, on a mal tourné. Bon, une en moins, ça en fait une troisième à trouver en plus, encore. ça, c'est pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Ça, on peut sentir... Ah non, j'ai pas le droit de toucher, pardon. Dans tous les cas, Même ça sent rien en plus. Donc, c'est même pas grave. moi, vu comme ça, je l'aurais pas trouvé. Je peux vous le dire. C'est quelque chose d'improbable alors. Oui. Tentative. Du poivron. Non. C'était une cerisiette muguet. D'accord. Personnellement, je ne sais pas trop ce que trop c'est. ce que c'est. Au moins, je suis pas seule, ça va, ça me rassure. Je peux vous dire, c'est un planton. Oula, je vais essayer de pas tout, je vais essayer de pas tout cabosser. Oula, je suis pas très bon. J'espère que vous nous avez pas raconté de salade durant cette interview. Ça dépend, on verra peut-être. Merci, Madame Deboss. Donc, on vous rappelle le samedi 27 avril de 8h à midi dans la cour du CO pour partager vos plantons, parler avec vos voisins et faire vivre un petit peu la Veuvez. Et merci Mirella. Merci à vous d'être venus. Et puis, on se retrouve en coulisses. Oui, on se retrouve, bien sûr. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, notre émission touche à sa fin déjà, malheureusement. Notre émission de mars. J'espère que vous avez été bien informés, bien mis au courant. Et à bientôt, au mois prochain.